Bastien, c'est bon pour toi. Je propose qu'on puisse commencer. Allez, on va commencer. Ouais. Alors, déjà, on va commencer peut-être par se présenter. Donc, moi, je suis Charlotte Lima. Je suis responsable de la communication chez Adviseo. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de co-présenter ce webinaire avec Bastien. Bastien, qui est Energy Manager. Voilà, donc je suis Energy Manager, responsable du pôle Energy Management de l'agence de Vitrolles et référent pour Adviseo des questions de suivi travaux multisites. Voilà. Et ça tombe Donc, bien puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. bienvenue à tous, merci de nous avoir rejoints et de nous accorder votre temps pour cette présentation. Alors, je te laisse introduire peut-être, Charlotte? Ouais, je vais commencer par introduire. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer la méthodologie que nous utilisons chez Adviseo pour pouvoir massifier les travaux. Donc on va commencer par un rapide rappel de qui on est, puisque peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Ensuite, on reviendra sur les objectifs, le contexte et les enjeux qui sont relatifs aux travaux de performance énergétique. On passera ensuite dans le vif du sujet, puisque du coup, Bastien vous expliquera comment on passe d'un plan d'action à un parc rénové. Et enfin, on vous donnera quelques exemples et retours d'expérience du coup qu'on a, puisqu'on accompagne des clients sur ces sujets-là. Donc, pour commencer, on va rapidement rappeler qui est Adviseo. Donc, Adviseo, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 au sein du groupe d'ingénierie CETEC. On est notamment connu pour notre solution de management de l'énergie, Savy, puisqu'aujourd'hui, on monitore plus de 85 millions de mètres carrés sur cette plateforme. Mais le choix de société qui a été fait, ça a été de ne pas se contenter d'une plateforme de management de l'énergie, mais d'offrir tout un panel de conseils à nos clients et de les accompagner vraiment dans la mise en œuvre des plans d'action de performance énergétique sur le terrain. Et c'est ce qui explique notamment que parmi nos 110 collaborateurs, on a quasiment une moitié qui sont des énergie managers, donc des ingénieurs en performance énergétique comme Bastien, et qui accompagnent nos clients vers les économies d'énergie. Cette part importante d'énergie manager, ça nous permet aussi de développer des solutions qui collent vraiment aux besoins métiers. Voilà, la plateforme Savvy, elle est notamment, nos énergie managers sont les premiers utilisateurs de la plateforme. Donc voilà, c'est les premiers testeurs de nos solutions. On a aujourd'hui donc un siège qui est situé à Paris et on a des agences aussi localement. Donc Bastien l'a dit, lui, il est basé à Vitrolles, donc près de Marseille, mais on a aussi une agence à Lyon et à Nantes, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur toute la France et être au plus proche du coup du terrain. Voilà pour la présentation un peu générique, j'allais dire. Et maintenant, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de notre approche de l'énergie management. Bastien, je te laisse passer la slide, si tu veux bien, parce que je pense que j'ai pas la main. Yes. Voilà. Donc, sur notre approche de l'énergie management, on va proposer des solutions qui vont de la collecte des données à l'action. Donc, on a une brique avec Savvy qui nous permet de collecter la donnée énergétique. On est capable aussi d'instrumenter les bâtiments avec de l'IoT. On va analyser cette data via notre plateforme avec de nombreuses fonctionnalités, notamment l'alerting, etc., pour pouvoir suivre les dérives quasiment, j'allais dire, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas, être au plus proche du coup de vos besoins sur le terrain. On a une brique de pilotage puisqu'on a développé une solution qui s'appelle Cockpit, qui permet de piloter à distance les équipements techniques et de répondre notamment aux décrets BAX. Et bien sûr, la brique énergie, donc la brique Agir, avec notre équipe d'énergie manager qui accompagne les clients dans la mise en œuvre des plans d'action. On propose pas mal de services, on fait des audits énergétiques, des schémas directeurs énergie et on accompagne aussi nos clients sur la partie travaux. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, on propose vraiment un accompagnement sur toute la gestion énergétique, on va dire assez 360 degrés. Voilà, on y reviendra, hein, bien sûr, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que Advisio ne cherche pas à faire des piles de papier à mettre sur vos bureaux, hein, c'est pas pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, vos bâtiments fonctionnent mieux et soient rénovés et soient sobres. Notre objectif, c'est vraiment cette dernière case qui est agir.
les 3 premières ne servent qu'à servir la dernière. Le but est vraiment qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit fait. C'est le faire qui est important. Tout à fait. Et c'est les économies d'énergie in fine, puisque grâce à l'énergie management, donc avant travaux, on peut arriver jusqu'à 20% d'économie d'énergie et avec les travaux, on atteint les 40%, objectifs notamment décret tertiaire. Donc, ce pôle d'énergie management, il est composé de 50 ingénieurs et techniciens. On a des formations hebdomadaires. On considère que la formation continue est hyper importante sur ce métier puisqu'on apprend. Enfin, Bastien, tu compléteras, mais c'est vrai qu'on peut apprendre tous les jours en tant qu'énergie manager puisqu'on va sur le terrain et on est face à des situations et des clients qui sont différentes. Nous, une de nos particularités, c'est qu'on s'adresse du coup à des patrimoines immobiliers assez importants. Donc, on a cette notion de massification des économies d'énergie, que ce soit dans la gestion de la donnée, puisqu'on monitore des parcs multisites assez importants, mais aussi dans le fait de faire des économies d'énergie. Notre objectif, c'est de massifier du coup ces économies d'énergie à l'échelle d'un patrimoine, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur la partie travaux, puisque c'est ce qu'on fait avec nos clients sur cette partie travaux. On va gérer, monitorer, enfin coordonner ces travaux à l'échelle du patrimoine. Et là, on vous a mis quelques exemples de nos clients. Mais voilà, pour vous montrer qu'on travaille sur des secteurs d'activité différents. Ça peut être le retail, la santé, l'immobilier de bureau, mais aussi beaucoup de collectivités territoriales, puisqu'on accompagne des communes, des départements, des régions, et on va même jusqu'à la direction de l'immobilier de l'État. Donc voilà, on va dire qu'on a des compétences qui sont très variées, puisque sur le terrain, nos ingénieurs en fait, gèrent des bâtiments qui sont très très différents, avec des usages énergétiques qui sont aussi différents. Tout à fait. C'est important de le noter, hein, on a quand même une proportion très significative de nos clients qui sont des collectivités, donc aussi bien des collectivités territoriales que l'État, que certains services déconcentrés de l'État aussi. Donc on sait aussi nous adapter notre accompagnement justement au type de clients que nous avons en face de nous. Et l'important de retenir, c'est que le cœur d'expertise de Adviseo, c'est le multisite. Le fait qu'on est capable, nous, de de faire des optimisations particulièrement importantes pour les clients qui ont 10, 100, voire 1000 bâtiments à gérer en même temps. Donc, je vais reprendre la main pour vous parler un petit peu maintenant plus de la partie travaux. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quoique non, je sais plus ce qu'on avait dit. Pardon, Charlotte. Voilà. Peut-être, Non, je fais la dernière slide sur la partie objectif et je te laisse rentrer après dans le vif du bien sûr. sujet. Bon, là, on va passer assez rapidement puisque je pense que vous êtes tous concernés par les enjeux réglementaires, que ce soit le décret tertiaire, le décret BAX. Donc voilà, c'est des enjeux qui sont aujourd'hui forts au sein des organisations. On a également le prix de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie qui vous a tous impacté ces derniers mois, ces dernières années. Et bien sûr, l'urgence climatique qui nous impacte tous, ça qu'on le veuille ou non. Les réglementations, aujourd'hui, elles ont été traduites en objectifs. Donc, pour le décret tertiaire, on doit faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Et on a aussi des trajectoires bas carbone à atteindre. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, on va dire, au sein des organisations, puisqu'on a des obligations de résultats aujourd'hui. Donc 40% en 2030, mais 60% en 2050. Et donc, ça nécessite de définir des stratégies énergétiques, enfin une stratégie énergétique pour votre organisation, de planifier les investissements et de coordonner finalement tous les acteurs autour de cet objectif. Et donc, c'est là notamment que le rôle des énergie managers est vraiment primordial, puisque voilà, nous, chez Adviseo, ils ont ce rôle aussi de coordonner les différents acteurs sur le terrain pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs. Et donc maintenant, je vais laisser la main voilà, à Bastien sur la partie plus précise des travaux et du suivi des travaux. Tout à fait. Hop.
Donc, l'idée, en fait, c'est que pour mener, enfin, à partir du moment où on sait qu'on a un parc, on sait qu'on a une réglementation qui arrive ou qu'on a des objectifs qui vont nous obliger à faire des choses sur ce parc, et donc, ça va être potentiellement des actions qui sont très simples à mener, qui peuvent être faites rapidement par les gens déjà en place, mais ça va aussi être potentiellement des actions un peu plus lourdes. En général, les gens qui vivent dans le bâtiment savent très bien ce qu'il faut faire pour que le bâtiment soit performant. Alors, en tout cas, en partie. Et donc, à partir du moment où vous avez identifié qu'il va falloir faire des travaux, ces travaux vont se décomposer en plusieurs étapes. La première, la toute première, ça va être de commencer à planifier les choses. Planifier, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire savoir ce qu'on fait, ça veut dire savoir quand est-ce qu'on le fait, ça veut dire connaître toutes les interactions et les interfaces que l'on va avoir, c'est-à-dire que c'est très souvent dans la rénovation énergétique qu'on a des bâtiments qui sont occupés. C'est rare qu'on ait des bâtiments qu'on puisse évacuer entièrement pour faire les travaux. Donc, quels sont les services qui sont impactés, quelles sont les activités qui vont devoir être déplacées ou être mises au ralenti, quels sont les acteurs qui vont être prépondérants dans ce projet, aussi bien parmi les occupants que parmi les acteurs extérieurs, les commanditaires des travaux. Donc ça, voilà, c'est la toute première action qu'il va falloir faire. Il va falloir évidemment coordonner les gens entre eux. Si vous avez des travaux avec plusieurs lots, il va falloir s'assurer que le plaquiste qui fait l'isolant ne gêne pas le menuisier qui fait les menuiseries, qui lui-même ne gêne pas la personne qui fait le CVC, donc qui va changer peut-être les émetteurs de chauffage. Voilà, il y a pas mal de choses à voir, et donc tout ça rentre dans la case planification. Une fois qu'on a planifié, qu'on sait ce qu'on va faire, qu'on sait qui est impacté, dans quel ordre on fait les choses, évidemment, il va falloir commencer à trouver des partenaires. Ça veut aussi bien dire trouver des gens pour faire les études, parce qu'on peut très bien se dire, voilà, j'ai pris la décision, j'ai budgété, je sais ce que je dois faire, je veux remplacer ma vieille chaufferie au fioul dans ce bâtiment qui date des pharaons, là, et je vais passer sur un équipement plus moderne, moins énergivore, plus sobre et plus actuel. Maintenant, comment je fais? Parce que vous êtes potentiellement gestionnaire de parc. Les occupants à l'intérieur, ils font l'activité pour laquelle le bâtiment a été construit, mais ne sont pas forcément des experts en génie climatique. Donc la première chose à faire, ça va être, dans certains cas, de trouver des bureaux d'études, de trouver des sachants qui vont pouvoir vous accompagner et donner les détails techniques de l'intervention à réaliser. Trouver des partenaires, ça va évidemment être trouver des entreprises de travaux qui vont être capables de réaliser ces travaux. Ça va être aussi trouver les partenaires, ça va être vérifier leur devis, vérifier qu'ils ont bien compris techniquement ce qu'ils doivent faire, hein, les entreprises, qu'elles respectent bien les études, vérifier qu'il n'y a pas de loup, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses un peu étranges dans les devis, qu'il n'y a pas de... Voilà, qu'on est sur une démarche qui est saine et qui est bénéfique pour tout le monde. Évidemment, après, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on sait quand on doit le faire, on a trouvé les partenaires pour le faire, il faut lancer les travaux. Et donc, ça, c'est tout un pan aussi de la prestation qu'on va pouvoir proposer, qui est de suivre et de vérifier l'exécution. C'est ce qu'on appelle couramment sous le vocable visite de chantier. Donc, on va d'abord faire une première visite de lancement, ensuite suivre le chantier étape par étape, et vérifier que les choses sont faites conformément à la réglementation et à ce qui était prévu dès le départ. Et on a aussi une dernière étape, hein, qui est tout ce qu'on a mis regroupé dans la casquette un peu financement, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien être au début, cette étape-là, donc se trouver les financements pour réaliser des travaux, c'est pas forcément toujours évident, parce que des fois on a des travaux qui sont une très grosse dépense d'un coup, qui est ponctuelle et qui est difficile à lisser dans le temps, donc on va avoir du mal à le financer. Ça met aussi dans cette case-là, en fait, on va mettre tout ce qui est vérification des performances. J'en parlerai tout à l'heure. Mais on a vérifié qu'en fait, l'argent que vous avez dépensé, il a été dépensé à bon escient et que les résultats sont bien nominaux par rapport à ce qui était attendu. Si on dépense 300 000 euros pour faire 20% d'économie d'énergie, le but, c'est de vérifier qu'on a bien fait 20% d'économie d'énergie, et pas seulement 10. Donc voilà, l'important, c'est que toutes ces étapes-là représentent potentiellement des défaillances graves dans le projet. Si on en rate une de ces quatre-là, on peut potentiellement soit avoir un projet qui ne se fait pas, soit avoir un projet qui fonctionne vraiment de manière soit non conforme, soit non nominale, qui n'était pas ce qu'on avait prévu à la base. Donc c'est pour ça que les objectifs de la prestation que l'on appelle, nous, AMO suivi travaux, dans un premier temps, c'est déterminer la meilleure solution pour un projet de rénovation. Là, j'insiste, c'est extrêmement important. On va avoir besoin d'abord d'analyser avec vous le besoin. Ce que j'appelle le besoin, ça va être de savoir pourquoi vous voulez faire des travaux et pourquoi vous voulez faire tel ou tel travaux.
Exemple, vous pouvez avoir envie de faire des travaux sur votre parc bâti pour respecter la réglementation, décret tertiaire par exemple. On a en 2030 une échéance très importante qui arrive. Vous savez que votre parc n'est pas prêt, vous voulez simplement respecter la réglementation. Vous voulez pouvoir, par exemple, faire, comment dirais-je, montrer une démarche écologique aussi, une démarche de transition énergétique auprès soit de la clientèle qui est la vôtre, soit auprès de, je sais pas, de votre board par exemple, ou auprès de directions dont vous dépendez. Montrer que vous avez engagé une démarche de performance énergétique, démarche écologique, et donc vous pouvez avoir comme boussole, en fait, comme guide, la réduction du CO2 émis par votre bâtiment. Donc, on peut avoir la réglementation, on peut avoir le CO2, votre besoin peut être très bien de dire, bah, moi, je veux simplement réduire mes coûts d'exploitation. Ça peut être une logique aussi qui est strictement de limiter en fait les charges énergétiques que vous dépensez chaque année. Donc en fait, c'est très important de comprendre. Puis oui, il peut y avoir plein d'autres objectifs aussi. Ça peut être des objectifs de maintenance, d'entretien des bâtiments, parce que vous pouvez avoir un parc vieillissant et vous voulez le maintenir à un certain niveau, vous voulez le maintenir à un certain niveau de standing et de confort, et vous engagez ces travaux-là. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire des travaux, et c'est très important qu'on passe du temps vraiment ensemble, vous et nous, à cibler ce besoin et à comprendre pourquoi on veut faire telle action. Et ensuite, on pourra vous accompagner, nous, en conseil, en fait, en vous disant, bah, vous avez tel objectif, vous voulez faire telle action de travaux, je serai vous, je ferai plutôt telle autre action de travaux qui vous aide mieux à remplir votre objectif, pour telle et telle raison. C'est très très important ça. Évidemment, c'est la deuxième étape, hein, c'est vous proposer des solutions qui sont pertinentes et qui remplissent complètement le besoin. Il y a une étape aussi dans l'analyse du besoin qui est le ciblage des bâtiments. C'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui ont potentiellement 500, 600, 1000 bâtiments. On n'est pas forcément obligé d'aller vérifier chaque bâtiment un par un pour cibler les bâtiments qui ont le plus besoin de rénovation. On peut raisonner aussi par échantillonnage, en fait, hein, d'aller voir un certain échantillon représentatif du parc, et pour dire, voilà, on détermine telle ou telle caractéristique qui nous invite à nous pencher plus sur telle proportion du parc. Ça, c'est très important aussi pour ceux de nos clients qui ont des parcs très étendus. Et évidemment, dans le fait de proposer une solution, il va y avoir le fait de l'estimer. Donc, estimer un budget, c'est-à-dire estimer un investissement et un temps de retour sur investissement. C'est en fonction des énergies qui sont consommées dans le bâtiment, en fonction du coût auquel elles sont négociées pour vous. Donc, on va pouvoir dire, voilà, cette action-là qui est rentable sur tel autre type de bâtiment pour tel autre client, pour vous, c'est pas forcément la plus pertinente. On vous conseille mieux, dans une démarche vraiment personnalisée, de faire plutôt ça. Parce que c'est plus adapté à votre parc. La Si deuxième on a étape, c'est juste une, Ouais, on a juste, bien pardon, je sûr. te coupe, une petite question sur le ciblage des bâtiments, à savoir comment est-ce qu'on cible ces bâtiments, justement. Alors, comment on cible les bâtiments? On a plusieurs indices. On va pouvoir, et c'est l'intérêt aussi, nous, d'avoir Savvy, hein, qui est un outil extraordinaire pour ça, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, faire des ratios. Donc, je sais que moi, sur certains des projets que je dirige, sur lesquels il y a plusieurs centaines de bâtiments, on va aller regarder, pour cibler ces bâtiments-là, le ratio consommation au mètre carré. C'est une première approche. Ensuite, on a la consommation par unité de compte. Par exemple, vous avez un hôpital, la consommation par lit, c'est intéressant. Vous avez un EHPAD, la consommation par occupant, c'est intéressant. Vous avez un bâtiment de bureau, la consommation par bureau, c'est intéressant aussi. Donc voilà, on a certains ratios. On va avoir l'âge du bâtiment, évidemment. On sait, hein, là, il n'y a pas besoin d'être devin qu'un bâtiment qui date des années 70 est bien plus énergivore qu'en général un bâtiment qui date des années 2000, où il y aura un petit peu déjà d'isolation qui a été fait, des menuiseries un peu plus récentes. Donc l'âge aussi est un indice. Les régions dans lesquelles sont les bâtiments aussi. Si vous avez un parc, toutes choses étant égales par ailleurs, un parc un peu ancien, qui date, mettons, des années 80, on sait que dans les années 80, les bâtiments tertiaires étaient très peu isolés. On commençait un peu avec les logements, mais beaucoup moins avec le tertiaire. On va plutôt essayer de cibler ceux qui sont dans le nord de la France, tant qu'à faire, qui vont avoir potentiellement les factures de chauffage les plus importantes. On va cibler les bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de rénovation écologique, évidemment. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas commencer à les rénover l'éclairage si vous l'avez fait il y a 2 ans, hein, ça c'est évident, mais ça semble être une porte ouverte que j'enfonce là, mais quand on a 1000 bâtiments, arriver à collecter cette information de où est-ce que ça a été fait, où est-ce que ça n'a pas été fait, est en soi une prestation intéressante.
Que dire d'autre? On va avoir peut-être certaines morphologies, certaines typologies de bâtiments dans des parcs avec beaucoup d'usages différents. On va privilégier les bâtiments dans lesquels il y a des gens toute la journée, aussi pour des questions de confort et des questions de consommation, hein. Si on a des bâtiments à très forte intermittence, alors ça arrive pour les collectivités, par exemple, pour les communes. Je travaille beaucoup avec des communes dans le sud-est qui ont des bâtiments qui servent une fois par mois. Alors là, c'est sûr que pour arriver à amortir des travaux de rénovation énergétique sur un bâtiment qui sert 2 heures tous les mois, c'est clairement pas ce bâtiment-là qui est la priorité. Donc on va privilégier celui qui a des consommations régulières aussi. On peut voir la régularité des consos. Voilà, on a pas mal de manières de cibler les bâtiments qui sont les plus urgents. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? On a un dernier facteur qui est l'éloignement aux critères énoncés par la réglementation. C'est-à-dire que si vous devez faire moins 40% sur les consommations d'énergie d'ici 2030 pour votre parc, vous avez des bâtiments où il y a peut-être déjà des choses qui ont été faites ou qui sont plus récents, ils doivent faire que 10% d'économie, alors qu'il y en a peut-être, ils doivent faire vraiment les 40%, rien n'a été fait. On va évidemment s'intéresser en priorité à cela. Voilà. Merci, Bastien. Euh, donc ensuite, accompagner donc dans le choix du et des prestataires, ça va être évidemment rédiger une expression de besoin, ça peut être un programme de travaux, ça peut être un CCTP dans le cas de certaines prestations, on peut le proposer par exemple pour de l'éclairage, on est capable nous de faire directement les cahiers des clauses techniques particulières, qui sont les documents avec lesquels on consulte les entreprises. On va conduire les consultations, c'est-à-dire vous proposer des partenaires si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas d'idées de gens à consulter, nous, on a notre réseau aussi de gens à qui on travaille, des gens qui sont fiables, avec qui on a déjà bossé par le passé et qui ont déjà donné satisfaction à d'autres de nos précédents clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que dans le bâtiment, on peut tomber sur n'importe qui. Je pense que ça, je l'apprends à personne. Donc c'est important d'avoir des gens qui se comportent bien sur les chantiers aussi. On va analyser les devis, évidemment, mais faire toute la partie négociation aussi, mise en concurrence de plusieurs entreprises, expliquer un peu à l'une que le concurrent il est un peu moins cher, donc il faudrait qu'il baisse sur tel ou tel poste. On est capable de conduire un peu ces négociations-là pour vous assurer un devis le plus bas possible, tout en respectant les critères de qualité qui sont les nôtres et les vôtres. On va évidemment après synthétiser, hiérarchiser les offres, vous les présenter de manière à ce que vous puissiez avoir la meilleure aide à la décision possible. Et à la fin, nous, on vous fait une recommandation. Et c'est vous qui, à la fin, tranchez sur quel partenaire vous souhaitez avoir. Et évidemment, à la fin, l'idée, c'est de coordonner, suivre le projet, donc mettre en musique un peu tout ça, entre guillemets, c'est-à-dire gérer le respect des plannings, le respect des coûts, qu'on n'ait pas des coûts qui explosent sur le chantier en cours de route, assurer les interfaces aussi entre les différents lots, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, vérifier que tout ce petit monde travaille correctement et en bonne intelligence, à la fois entre les gens qui font les travaux et entre les gens qui font les travaux et les occupants de vos sites. Et puis être là aussi, être présent techniquement, parce qu'on a une certaine expertise technique aussi, pour assister à la résolution des aléas. Ça arrive sur un chantier, c'est rare qu'on ait un chantier sans aucun aléa. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir avant le début d'un chantier. Des fois, on démonte des choses et puis on s'aperçoit qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Et donc, la question, c'est de ne pas vous laisser seul avec l'entreprise quand il faut trouver des solutions. Et à la fin, cette prestation est très importante, cette partie de la prestation est importante, c'est s'assurer de la conformité des travaux. C'est-à-dire vérifier pendant le chantier que les travaux ont été faits comme il se doit, hein, conformément au DTU, aux réglementations en vigueur et aux études qu'on avait faites. Mais ça va être à la fin aussi réceptionner les travaux. Ça, c'est une partie qui est extrêmement importante parce qu'on a pas mal de nos clients qui en fait s'aperçoivent qu'ils ont fait des installations neuves, mais quand je dis neuves, c'est neuves, hein, qui ont moins de 2 ans, hein. Des bâtiments qui sont sortis de terre il y a 2 ans, qui consomment énormément d'énergie parce que le bâtiment a été mal réglé. On a des équipements qui sont... imaginez, vous avez une voiture de course et en fait, vous la faites fonctionner qu'en première ou en seconde. Voilà, et il n'est pas réglé de manière à pouvoir utiliser les autres vitesses de la boîte de vitesse. Donc c'est un peu dommage. Et l'idée, nous, c'est qu'on puisse sécuriser vos investissements grâce à cette prestation-là. Quand on réceptionne les travaux, nous, on vérifie chaque boucle de régulation, chaque organe, chaque centimètre du réseau qui a été posé. On vérifie tous les émetteurs, on vérifie toutes les productions, on fait quelque chose qui est exhaustif. À la fin, quand on quitte le site, on sait que soit le site fonctionne de manière parfaitement nominale et réglée de manière rationnelle, soit on a émis tout un tas de réserves que l'entreprise a ensuite 2 ou 3 semaines pour lever, de manière à ce que ce fonctionnement soit nominal.
mais vous serez assuré avec nous qu'à la fin, le bâtiment fonctionne correctement et que vos investissements ont été bien dépensés. Donc, on va pouvoir aussi, nous, vérifier la performance du bâti après les travaux, VS, avant les travaux. Notamment si on a le bâtiment sur ses vies, on peut voir les consommations baisser en fait et les quantifier. Donc voilà, tout ça c'est bien beau. Maintenant, la question c'est comment on fait et comment on passe d'un plan d'action, hein, d'une liste de choses qu'on doit faire, à une liste de choses qui sont faites. Parce que j'insisterai jamais assez là-dessus. Notre finalité, c'est le faire, pas le planifier. Allez, je vais passer très rapidement, justement, juste pour qu'on ait le même langage et qu'on utilise les mêmes abréviations et qu'on ait les mêmes mots. Quelques rappels de contexte un petit peu peut-être pour les gens aussi qui ont un peu moins l'habitude du milieu des travaux, sur les acteurs, les principaux acteurs d'un projet de travaux. Le maître d'ouvrage, abrévié en MOA, c'est le client. C'est celui qui possède les capitaux à investir et qui tranche en cas de désaccord entre d'autres acteurs. C'est potentiellement, genre je ne connais pas la totalité d'entre vous, mais potentiellement c'est vous qui écoutez cette présentation et qui avez des travaux à faire réaliser dans vos parcs. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va, il n'y a pas forcément toujours de maîtrise d'œuvre à proprement parler sur un chantier, ça dépend de la complexité, mais globalement c'est celui qui a la charge de la conception, puis du suivi d'exécution. Souvent, ce sont des architectes pour les grosses opérations de travaux très lourdes ou les opérations de construction. Soit ce sont potentiellement des bureaux d'études aussi ou d'autres acteurs qui peuvent assurer cette responsabilité. Au niveau de la responsabilité juridique, il y a une responsabilité sur la conception. Les entreprises, ce qu'on va appeler entreprises de travaux, ça va être ceux qui sont chargés de la réalisation, bien sûr, c'est ceux qui font les travaux, donc qui commandent du matériel, qui l'installent, qui font des choses en bâtiment. Eux, ils ont la responsabilité juridique de l'exécution. Ils sont tenus de réaliser des études d'exécution avant de commencer leurs travaux. Et on a des intervenants connexes. On a des intervenants donc, comme les assistants à maîtrise d'ouvrage, AMO, qui vont permettre souvent, par exemple, d'établir des programmes. Les programmistes, ce sont des AMO. Des AMOE, assistants à maîtrise d'œuvre, qui vont être des bureaux d'études pouvant assister un architecte, par exemple, un bureau d'études thermiques, qui va expliquer à l'architecte combien il doit mettre d'isolant sur son projet. Ou un bureau de contrôle technique, qui est une entité, qui va vérifier donc il y a un rôle aussi juridique, hein, qui a une responsabilité, qui va vérifier la conformité réglementaire vis-à-vis de toutes les réglementations possibles d'un projet, aussi bien incendie, les DTU, et j'en passe, la réglementation thermique. Ça, c'était les acteurs, les étapes d'un projet qu'on appelle classiquement loi MOP. Un projet en loi MOP, c'est la loi qui organise un petit peu un projet de travaux dans le secteur public, mais très souvent, les étapes d'un projet loi MOP sont appliquées quasiment telles quelles aussi dans les projets privés de gré à gré. Donc, ce sont des étapes qui sont importantes. Les études, avec l'avant-projet sommaire, détaillé, définitif, pardon, et le projet, hein, qui aboutit au dossier de consultation des entreprises ici. L'assistance à la passation des contrats de travaux, c'est vous aider à contractualiser avec des entreprises. Le DET, c'est toute la partie suivi de chantier, hein, direction de l'exécution des travaux. Donc l'assistance aux opérations de réception, c'est l'AOR, c'est quand on vient émettre des réserves puis les lever. Et la GPA, qui est la garantie de parfait achèvement, qui est pendant l'année à compter de la réception, il peut y avoir des aléas qui se passent, des choses qui ne fonctionnent plus. L'entreprise est tenue de résoudre ces problèmes et la maîtrise d'œuvre ou l'AMO suivi travaux est tenue de se rendre disponible pour aider à la résolution des soucis. Voilà, ça c'est les principales étapes d'un projet classique, comme on l'entend d'habitude. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'idée de notre démarche. Je vous ai dit, nous, l'idée, c'est d'arriver à la fin à quelque chose qui fonctionne, qui marche bien, un bâtiment qui est sobre. Pour ça, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver là. La première étape le premier étage hein, de la fusée, entre guillemets, ça va être de connaître ses consommations. On ne va pas comme ça dire, c'est un bâtiment que je connais, mais je ne sais pas combien il consomme, je ne sais pas comment il consomme, je ne sais pas ce qu'il consomme. Je n'ai pas vraiment d'idée du confort qui est à l'intérieur non plus. Je n'ai pas d'idée de la réglementation, mais bon, je vais quand même changer les fenêtres. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est une démarche qui n'est pas à recommander. La première chose à savoir, c'est évidemment de connaître vraiment ses consommations, ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'on fait des travaux, je vous l'ai dit, mais surtout combien je consomme, quel mois je le consomme, de quelle énergie, à quel moment et combien ça me coûte. Ça, c'est la partie
j'analyse ce que j'ai déjà. La deuxième partie, c'est de savoir comment on réduit ses consommations. C'est bien beau de savoir ce qu'on consomme. Après, il y a plein d'actions différentes. Il y a vraiment une très grande variété d'actions qu'on peut mener sur des bâtiments, sur un parc bâti encore plus, hein, parce que sur un bâtiment, on peut trouver jusqu'à 20 ou 30 actions à mener, hein. Mais sur un ensemble de bâtis, on peut avoir encore plus de multitudes que ça. Donc des actions qui sont très variées et savoir lesquelles prendre, en fait, lesquelles sont pertinentes pour mon bâtiment à moi. Et enfin, une fois qu'on sait ce qu'on consomme, qu'on sait comment se consommer moins, et il n'y a plus qu'à faire, réaliser le changement. Ça, c'est vraiment très important. Évidemment, nous, c'est comme ça que l'entreprise s'est construite un peu aussi. Il faut le savoir, c'est que d'un point de vue historique, Adviseo, à la base, c'était Savvy. C'était la plateforme que l'on avait. Donc la plateforme qui sert justement de monitoring, d'analyse, parfois, enfin c'est poussé, hein, des consommations, d'agrégation des consommations à l'échelle d'un parc entier. Donc c'est ce qui permet de faire une partie du diagnostic de l'installation existante. Ensuite, donc Adviseo a élargi ses activités pour proposer le métier d'énergie manager, qui est un ingénieur en performance énergétique, plus, entre guillemets, puisqu'on va aussi, nous, accompagner les clients dans la réalisation des actions de réglage immédiat du bâtiment. C'est ce qu'on appelle souvent les quick wins, c'est-à-dire les gains rapides. C'est-à-dire que quand on envoie un ingénieur sur un site, il est capable déjà souvent, en 99% des cas, de trouver des choses qui peuvent être faites très rapidement pour faire fonctionner le bâtiment correctement, avec les installations qui sont les siennes à l'instant T. Donc on est capable très souvent, hein, d'avoir des réductions de consommation entre 10 et 20% juste avec du réglage, un réglage pertinent des installations, ou une utilisation plus rationalisée. Rassurez-vous, c'est pas juste on arrive, on dit baisser 3 degrés de chauffage et puis on repart, hein. Il y a des choses bien plus compliquées que ça. Donc en fait, quand on envoie quelqu'un, après, il sait exactement la liste des actions qu'il faut mener. Certaines, ce sont des quick wins, d'autres, ce sont des travaux. Et donc le dernier étage de la fusée qu'on développe depuis 3 ans maintenant, c'est d'aider nos clients à faire la partie qui n'a pas pu être faite tout de suite ou sur place, ou très facilement par le mainteneur, c'est d'aller faire les travaux. Donc notre Et démarche est j'insiste. dans cette optique-là. Ouais, et je rajoute, Bastien, que du coup, la partie énergie management, c'est quelque chose qui se fait chez nous en continu, puisque une fois que les travaux ont été faits, il faut maintenir la performance. Et donc, pour ça, ça nécessite toujours d'avoir un suivi de ces consommations, voilà, de calculer les économies, comme on l'a dit, via notamment Savvy, du coup, chez nous, mais aussi de pouvoir assurer donc, la performance dans le temps. Et donc, pour ça, ça nécessite de continuer l'énergie management, en fait, qui est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, quoi. Tout à fait. Alors, on peut avoir une prestation qui évolue, hein, évidemment, au fur et à mesure, puisque quand on arrive, on défriche un peu entre guillemets, dans un parc. On a tout à faire encore. Et une fois que tout est fait, ensuite, ça va être du suivi. Mais le suivi, il est important parce qu'en fait, on a constaté, nous déjà, ça arrive assez régulièrement, qu'on peut avoir des dérives, c'est-à-dire une installation qui fonctionne maintenant de façon nominale et qui d'un coup se met à fonctionner bizarrement. Et en fait, c'est ça l'énergie management, c'est d'aller appeler les gens, aller sur place, voir qu'est-ce qui a changé. Parce qu'un bâtiment, il ne change pas de comportement tout seul. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un réglage qui s'est mis à ne plus fonctionner? Est-ce qu'on a un mainteneur qui a touché peut-être une installation qu'il n'aurait pas dû toucher? Est-ce qu'on a peut-être des occupants aussi qui se sont mis à utiliser le bâtiment différemment? Donc, nous, en fait, le contrôle permet d'avoir quelque chose de périn, hein, vraiment de pérenne dans le temps, d'avoir un bâtiment qui fonctionne vraiment pour les années à venir de façon optimale. Et bien, si on a juste une question sur la partie communication, voilà, on a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on communique avec les différents acteurs du projet, y compris les clients, les entrepreneurs et les équipes internes, sur cette partie notamment travaux. Ah, alors ça, c'est très important. Je vous remercie de cette question. C'est une question tout à fait pertinente parce que la question de la communication, quand on commence, déjà quand vous travaillez, moi j'ai fait, à titre personnel, j'ai fait 8 ans en bureau d'études CVC, bureau d'études techniques, où on a un fonctionnement qui n'est pas forcément du tout multisite, hein. On a un seul projet, un seul chantier, on le mène à bien du début à la fin. Et on fait bâtiment par bâtiment. Et déjà, quand on a un seul bâtiment, la question de la communication, elle est vraiment pas forcément évidente, parce que vous allez avoir le client, les occupants du site, qui ne sont pas forcément la même personne, l'entreprise de travaux, le bureau d'études, l'architecte,
On peut avoir le bureau de contrôle technique aussi. Voilà, donc on a vraiment parfois 5, 6 acteurs différents sur un projet. Mais alors ça peut être potentiellement fait sur chacun des bâtiments sur lesquels on va faire des travaux. Donc la question de la communication, elle est vraiment importante. Ça va complètement dépendre en fait du type d'organisation des chantiers qu'on a. Je vous donne un exemple concret. On a déployé, j'en reparlerai un petit peu après de cet exemple-là. Imaginez qu'on a un client qui a 100 ou 150 sites sur lequel on déploie la même démarche, exactement la même. Par exemple, on va venir changer tous les néons pour mettre des LED. C'est une action qui a un temps de retour en général de 3, 4 ans, qui est tout à fait rentable, facile à faire. Le client ne souhaite pas consulter 100 entreprises différentes pour les 100 chantiers différents. On va faire par exemple un appel d'offres avec, on va couper en tranches par exemple, on va faire 2 tranches de 50 sites. Donc on va avoir 2 prestataires qui vont être retenus à la fin. Et donc là, on va pouvoir peut-être assurer un suivi du type suivi hebdomadaire. Toutes les semaines, on fait un suivi pour savoir quels sites ont été faits, quels sites restent à faire, quels sont les problèmes rencontrés sur tel ou tel site. On a évidemment à ces points qui peuvent participer soit des représentants du client, soit des représentants de certains sites qui sont impactés aussi. On peut faire des réunions de chantier avec les gens du site qui va être programmé pour la semaine X. Ben, on invite cette personne-là pour lui expliquer ce qui va arriver, dans quel ordre ça va être fait, la logistique, etc. La communication avec le client peut être faite, est faite évidemment de manière constante, sous forme de reporting. Ce qui se fait beaucoup, nous, quand on dirige des démarches de travaux à grande échelle, c'est des COPIL, des comités de pilotage, ou des CODIR, comités de direction de projet, comme vous le souhaitez. Mais en fait, en gros, l'idée, c'est qu'on va se réunir à date fixe. Donc, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois. Souvent, c'est tous les mois en général, pour faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait? Ça permet aussi aux clients de vérifier notre avancement, hein. Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les difficultés? Quels sont les acteurs que je n'arrive pas à joindre et qu'il faut que j'arrive à joindre? Quels sont les sites qui sont impactés? Quels sont les sites qui sont impactés négativement? Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas très bien, donc on va venir, nous, intervenir directement là-dessus. Donc ça, c'est des communications un peu formelles. Et on a des communications qui le sont beaucoup moins aussi. Nous, l'objectif de Adviseo en tant qu'AM au suivi travaux, c'est d'être, j'aime bien dire ça, d'être un peu l'huile dans les rouages de toute cette mécanique. On va faire le lien, nous, entre les différents acteurs. Je sais pas, imaginez, il y a une entreprise qui se prend la tête parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien sur le chantier avec l'occupant d'un site, avec le directeur d'un EHPAD par exemple. Ça m'est arrivé il y a encore pas très longtemps. Directeur d'un EHPAD qui a une manière de voir les choses, l'entreprise qui a une autre manière de voir les choses. Les deux s'entendent peu et ça commence à faire échouer le chantier. On voit qu'il y a des choses qui sont des gros blocages. L'entreprise veut plus intervenir, machin. C'est à nous là d'être médiateurs. On va vraiment avoir une démarche de médiation, exactement comme ça. Donc je vais parler avec l'un, ensuite je vais parler avec l'autre, je vais identifier ce qui bloque, je vais essayer de voir avec les deux parties comment on peut changer ce qui bloque, et ensuite on recommence les travaux. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur le cas dont je vous parle avec l'acteur d'EHPAD. Ils ont fini par se comprendre, arrivent à parler le même langage, et au final maintenant on a un chantier qui est reparti. Donc voilà, cette communication se fait à tous les niveaux. Elle se fait avec les occupants, elle se fait avec le client de manière formelle et informelle, régulièrement aussi. Elle se fait avec les entreprises. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc, je ne sais pas si on a d'autres Oui. questions. Je vois que mon écran, en Alors, fait. il y a d'autres questions, mais vu que le timing avance et qu'il reste encore pas mal de choses, je te propose qu'on poursuive et puis je synthétiserai du coup les questions qui arrivent, parce que là, il y a notamment Ça des marche. questions sur le On financement, etc., mais on va y venir. Donc, Ah, ah, c'est une partie qui vient après. Ne vous inquiétez pas, on y a pensé. Allez, je vais avancer un petit peu, parce que c'est vrai que le temps avance quand même. Donc, ça, c'est une partie qui est vraiment très importante. On va parler de prérequis. Quand je dis prérequis, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas toute la liste des choses qui est déjà faite là dans cette slide, vous ne venez pas nous voir. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'avant de pouvoir commencer vraiment à faire notre boulot d'AMO suivi travaux, on va avoir besoin de plusieurs choses qu'on peut vous aider à établir aussi. Mais l'idée, c'est d'avoir d'abord une vie. Je vous l'ai dit, je le répète, c'est extrêmement important. Désolé, je suis un peu lourd là-dessus, mais c'est vraiment très important. C'est de vous demander pourquoi vous voulez faire des travaux. Respect de la législation, baisse des coûts, performance HSE, tout ça, c'est important d'avoir une boussole, un guide, voilà, vraiment qui va nous guider tout au long de la démarche de réalisation des travaux. Ensuite, normalement,
l'idée, c'est qu'avant de commencer à prévoir les travaux, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc, il nous faut une liste précise des APE. APE, c'est Action de performance énergétique. Ça regroupe deux choses, des choses qui sont faisables facilement, des choses qui sont faisables avec des travaux. Mais globalement, on est censé, avant de commencer à faire des travaux, avoir une liste précise de ce qu'on doit faire sur chacun des sites. Idéalement, c'est des choses qui, nous, de manière courante, sont issues de diagnostics hein, ou d'audits réglementaires qu'on fait sur les sites de nos clients. Ça peut aussi être des sites qu'on va auditer nous, qui ont été audités par quelqu'un d'autre. Ça peut être un plan d'action qui avait été établi précédemment par vos services. Il y a plein de choses, mais l'idée, c'est qu'à la base, on doit avoir une liste de choses à faire. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'avoir ces actions en fait ordonnancées en ce qu'on appelle un schéma directeur ou plan pluriannuel d'investissement. Ça peut parler, peut-être, il y a les deux vocables hein, qu'on retrouve suivant les entités. L'idée, c'est d'avoir une planification financière et temporelle. Si vous n'avez qu'un seul site et que vous avez 10 actions à mener, vous savez que vous devez faire les 10 actions. Si vous avez 200 sites et que vous avez 1600 actions à mener, c'est peut-être intelligent de ne pas faire d'abord toutes les actions du site 1, puis toutes les actions du site 2, puis toutes les actions du site 3. Parce qu'il y a des interactions entre les sites qui peuvent être intéressantes. Typiquement, je ne sais pas, vous déposez une chaudière gaz qui est encore en bon état, qui peut servir parce que vous voulez mettre une chaudière biomasse sur votre site. Ça peut être intelligent de récupérer cette chaudière gaz qui est quand même relativement en bon état pour remplacer une chaudière fuel qui est ultra délabrée sur un autre de vos sites. Des interactions comme ça entre les sites. Et donc cet ordonnancement-là s'appelle un schéma directeur. Et évidemment, on est conscient que tout le monde n'a pas ça en fait au moment de démarrer des travaux. Donc nous, ce sont des prestations qu'on est tout à fait capable de réaliser. De l'audit jusqu'au schéma directeur. Vous pouvez déjà avoir fait les audits et nous, on agence ça en un schéma directeur cohérent en fonction de vos objectifs. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi, 10 millions d'euros de CAPEX à dépenser jusqu'en 2030. Donc, il vous reste 6 ans pour dépenser, 5 ans pour dépenser 10 millions. On va ordonnancer les actions de manière à avoir 2 millions par an sur les différents sites. En prenant en compte toutes vos contraintes, que ce soit des financements par site ou au global. Voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de traiter. Mais on ne peut pas commencer les travaux avant d'avoir ça. Il nous faut notre Bible, là, entre guillemets, qui va être le schéma directeur. Et ensuite, on suit le schéma. On va avoir un accompagnement qui est différent, en fait, en fonction de deux types d'APE. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur de notre prestation, de ce qu'on propose. Les APE, donc les actions de performance énergétique, elles sont de deux types selon notre classification. Des APE groupés, des APE ciblés. Les APE groupés, ce sont des actions qui en général sont nombreuses sur un parc, sont quasiment identiques d'un site à l'autre, ont une technicité qui est faible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait qui peuvent être capables de les réaliser, c'est des choses qui sont faciles, avec en général un prestataire unique ou pour l'ensemble d'un parc ou deux ou trois prestataires. Je vais vous donner des exemples, évidemment. Ça va être le calorifuge de points singuliers dans les chaufferies, hein, les mettre des matelas autour des vannes, autour des composants d'une chaufferie pour gagner de l'énergie, pour ne pas avoir de déperdition. Ça va être le relamping LED, changer tous les néons pour mettre des LED sur un site. Ça va être désembouer les réseaux hydrauliques des chaufferies, des réseaux de chauffage, ou l'installation de bornes électriques. Tout ça, c'est des choses, on n'a pas besoin, c'est pas on n'envoie pas un rover sur Mars, hein, c'est des choses qui sont faciles, qui sont maîtrisées. On peut très bien mandater un prestataire pour faire 50 ou 100 sites et ensuite suivre cet avancement au cas par cas. On a aussi les APE qui sont ciblés, c'est-à-dire avec un nombre qui est plus restreint. Là, ça va être un peu plus de la haute couture. On va faire des choses qui sont différentes sur chacun des sites. On va avoir des prestataires qui varient par région aussi, par lot technique, par référence. Voilà. Là, on est beaucoup plus sur du cas par cas. On fait de la dentelle, quoi, en gros. Ça va être réhabiliter complètement une chaufferie, même si on a des choses qui se ressemblent énormément d'une chaufferie à l'autre, ce n'est jamais totalement la même situation. Ça va être faire des installations photovoltaïques, pareil, en fonction des surfaces de toiture, de leur orientation, de si on a de la place pour faire des surfaces au sol aussi, ou si vous avez des parkings. Attention, hein, vous avez une réglementation qui arrive bientôt sur l'ombrage des parkings. Vous devez soit mettre des arbres, soit mettre des ombrières photovoltaïques. On fait de la géothermie aussi, remplacer les menuiseries, déployer des gestions techniques de bâtiments. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment à faire au cas par cas. Et c'est très important, c'est pour ça que je vous parlais de schéma directeur, hein, c'est-à-dire que quand on a ce schéma directeur, on a identifié clairement
quelles sont les actions groupées, quelles sont les actions ciblées, et quels sont les sites qui mélangent les deux, parce que c'est très rare d'avoir un site où on n'a qu'un type d'action à faire. Donc, notre prestation, en résumé, pour les actions groupées, on va être d'abord dans la proposition d'entreprise de travaux, hein, si vous n'en avez pas, ou alors dans l'analyse de ce que propose celle que vous proposez vous. Un cadrage technique, planning, analyse des devis, bien entendu, ça dans tous les cas on le fait, et ensuite ça va être un suivi régulier, un reporting d'avancement. C'est-à-dire qu'en fait on a 50 sites sur lesquels on doit faire les calorifuges de combles, hein, aller souffler de la laine de verre dans les combles. Toutes les semaines, on va voir avec le prestataire, ben voilà, quels sont les sites que tu as fait cette semaine, quels sont ceux que tu fais la semaine prochaine. Attention, tu es en retard, là tu avais prévu de finir la semaine dernière, celui-ci traîne un peu, pourquoi il traîne? Est-ce que tu as besoin d'aide pour planifier quelque chose? Est-ce que ça se passe mal avec le site? Qu'est-ce qui bloque en fait, hein, tout simplement? Est-ce que tu me dis que tu as fini tel ou tel site, ben, envoie-moi des photos. Là, souvent, pas forcément tout le temps, on peut s'arranger autrement, mais souvent on a un contrôle de la réalisation sur photo parce qu'on n'a pas de mise en service particulièrement compliquée avec du relamping LED. Hein, on allume l'interrupteur, ça s'allume, on éteint, ça s'éteint, l'installation fonctionne. Donc, je caricature bien sûr, il y a des choses qui sont un peu plus techniques à les regarder, mais globalement, c'est des choses où on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. En général, ça marche très bien. Les APE ciblés, on va avoir quelques étapes avant ça. On va avoir la proposition d'un bureau d'études techniques parce que nous ne sommes pas forcément toujours en mesure de faire les études nous-mêmes. Sur certains cas, ça va plutôt être sur les APE groupés qu'on va être capable de le faire, mais on n'est pas un bureau technique, un bureau d'études techniques d'ingénierie CVC. C'est pas notre cœur de métier. Donc, on pourra parfois, des fois, selon les cas, peut-être prendre cette prestation à notre charge, mais via la sous-traitance avec des bureaux d'études qu'on connaît. Ça peut être parfois, on va vous aider à contractualiser directement avec un bureau d'études, si vous n'en avez pas. Mais globalement, ce n'est pas du personnel Adviseo qui fait les études, sauf cas particulier. Un CCTP d'éclairage, par exemple, on est capable de le faire. Pareil pour des embauches de réseau d'eau, on est capable de le faire aussi. Mais voilà, dès qu'on va rentrer dans les APE ciblés, on ne va pas forcément se lancer là-dedans parce que ce n'est pas notre cœur de métier. On ne s'estime pas encore suffisamment compétent pour faire ces choses-là. Justement, On va Bastien, il y avait justement une question un petit peu en lien, mais voilà. Du coup, Nathalie qui pose la question, si vous rédigez des CCTP, cela veut clairement dire que vous participez à la conception. N'y a-t-il pas émission de l'AMO, vous, avec l'AMOE? Même question avec le fait que vous assuriez de la conformité des travaux. Quelle différence entre un maître d'œuvre, notamment d'exécution, et vous? tout à fait. Alors tout à fait. C'est une question qui est tout à fait pertinente parce que ça va vraiment dépendre des cas. Par exemple, sur du relamping LED, on travaille avec DomusVie, qui est une chaîne privée, hein, un acteur majeur des EHPAD privés en France, sur un projet de relamping LED. On a de mémoire, je ne sais plus, c'est pas celui-ci, c'est pas moi qui le gère, je crois on avait à la base 130 EHPAD à relamper. Maintenant, après analyse, on en a plus de 90, mais on a 90 chantiers de relamping LED, avec à chaque fois 2 ou 3 000 mètres carrés dont il faut changer l'éclairage. Là, on a réalisé le CCTP. Donc, on est garant de la conception. Donc, notre prestation pour ce client-là spécifiquement ne s'appelle pas AMO suivi travaux, mais on est sur une mission de maîtrise d'œuvre complète. Puisque c'était le souhait du client. Ça a été designé comme ça. On n'était pas forcément parti sur ce montage initialement, mais c'était le souhait du client d'avoir un seul acteur, un seul maître d'œuvre, et de ne pas multiplier les acteurs. Donc, sur ce point particulier, comme nous étions en mesure techniquement de réaliser ce CCTP, on lui a proposé ça. Donc, effectivement, là, on a une prestation alors, on a les assurances qui sont faites pour, on a tout à fait on peut être considéré comme maîtrise d'œuvre. Nous, on est tout à fait couvert sur les assurances que nous avons, hein, chez Adviseo, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on a pu tout à fait sereinement proposer une prestation de maîtrise d'œuvre parce que c'était un chantier, parce que c'était un projet monolotechnique sur un lot que nous maîtrisons totalement, avec une répétabilité très importante des différents projets par projet. Donc à ce moment-là, oui, on a le même rôle juridique qu'un maître d'œuvre, c'est-à-dire réalisation des études, choix des prestataires, suivi des travaux, réception. Dans ce que je vous présente depuis tout à l'heure, on a une position qui est un peu différente, dans le sens où je parle d'AMO suivi travaux depuis le début,
où on est sur, par exemple, coordonner la rénovation énergétique de 15 chaufferies d'établissements par an. C'est un des projets que j'ai à ma charge. Donc, on a 15 chaufferies à faire par an. Vous doutez bien qu'on n'a pas du tout, nous, les bras chez nous pour réaliser 15 CCTP de chaufferie par an. C'est pas possible. On est obligé forcément de passer par des bureaux d'études à côté. Et donc, sur ce montage-là, en fait, il a été retenu une prestation vraiment d'AMO sur lequel nous, on coordonne les acteurs les uns avec les autres. On va chercher des prestataires bureaux d'études qui assurent la responsabilité juridique de la conception. Ensuite, c'est vrai qu'en dehors de cette partie conception-là, on a un rôle qui va s'approcher beaucoup celui de la maîtrise d'œuvre, en dehors de la conception. Donc, mais là, on va être sur l'assistance pour trouver des entreprises de travaux, puis la réalisation l'animation des réunions de chantier dans lesquelles participe le BET aussi, puisque c'est lui qui, quand même, est maître de sa conception. Donc, on prévoit souvent que le BET puisse intervenir régulièrement en réunion de chantier. Et ensuite, par contre, sur la réception, on a toutes les compétences techniques en interne suffisantes pour pouvoir réceptionner les chantiers. Puisque là, on est sur du fonctionnement d'installation, et ça, c'est complètement le cœur de métier d'Adviseo. Donc effectivement, on va vraiment s'adapter, nous, complètement au type d'acteurs qu'on a en face de nous, public ou privé. On a plus de liberté de faire des prestations un petit peu hors des sentiers battus sur des acteurs privés, évidemment. Et on va s'adapter aussi au type de parc que vous avez. Il faut comprendre une chose, hein, c'est que cette prestation qu'on propose de suivre des travaux sur des centaines de sites simultanément, actuellement, à notre connaissance, il y a extrêmement peu d'acteurs qui sont capables de la mener. Donc c'est pour ça qu'on a adopté cette démarche qui peut sembler peut-être un petit peu inhabituelle à certains d'entre vous. Hein. Quand vous avez l'habitude de mener un chantier, vous avez l'archi, qui est souvent le maître d'œuvre, le BET, le bureau de contrôle, faire une note toutes les semaines. Là, on a une démarche qu'on a essayé de faire un peu sur mesure et qu'on continue de faire évoluer parce que gérer un chantier, c'est pas du tout pareil que gérer 100 chantiers. Il y a des interactions entre les chantiers qui sont importantes à prendre en compte. Et il y a surtout le fait que vous, clients, en général, quand vous êtes gestionnaire de parc avec des centaines de bâtiments, vous n'avez juste matériellement pas le temps et les bras de faire la démarche qu'on fait pour un bâtiment fois 100. Vous ne pouvez pas participer à 100 réunions de chantier par semaine. Vous ne pouvez pas trouver 100 bureaux d'études, vous ne pouvez pas trouver 100 entreprises de travaux. Il y a une notion aussi, et c'est le cœur de métier d'Adviseo, hein, c'est d'être sur des parcs multisites. Notre cœur de métier, c'est le multisite. Donc, on a été obligé de faire évoluer un petit peu cette prestation de maîtrise d'œuvre, de la remettre un petit peu à cette sauce-là pour être capable de vous assurer la tenue de vos objectifs alors que vous avez 100 bâtiments à gérer, 200 bâtiments à gérer, 1000 bâtiments à gérer. Donc, quand je vous dis 1000, il y a certains acteurs, c'est potentiellement 10 000 bâtiments. Hein. On travaille avec la CNCF notamment, donc pas encore sur les problématiques de travaux, mais sur les problématiques de monitoring énergétique. Hein. Donc, on est passé de DeepKey, je crois, à Savvy. On a 10 000 bâtiments différents. Donc, vous doutez bien que ça nécessite de s'adapter en fait dans notre proposition. Bastien, je te propose juste qu'on passe à la partie financement, puisque je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. On a des questions Ouais, sur ce sujet. tout à fait. Alors là, je vais passer ça parce que c'est ce que vous l'avez de toute façon dans le replay. Vous aurez la présentation évidemment à la fin de la séance. C'est ce que je viens de vous dire, d'accord? Préparation, lancement, suivi, vérification. Ça, on en a déjà parlé. Maintenant, on va parler de ce qu'on est capable de faire pour vous aussi en termes de financement. C'est quelque chose sur lequel on n'était pas forcément parti bille en tête au début et on s'est rendu compte immédiatement avec dès les premiers chantiers qu'on a fait, que la question du financement était parfois un vrai frein à la réalisation des grands chantiers. Évidemment, hein, quand vous devez changer 3 néons sur un site, en général, on trouve toujours les sous pour le faire. Quand vous devez faire un petit peu d'entretien, maintenance dans une chaufferie, vous arrivez à le faire. Le problème, c'est quand vous avez un petit bâtiment de bureau de 1000 m², vous devez changer sa chaufferie, il y en a pour 350 000 euros. Comment on fait? Parce que là, on n'a pas forcément ça de CAPEX à mettre. Donc nous, on a développé aussi toute une expertise en fait au fil des années là-dessus et au fil des clients, on a tout un réseau aussi de partenaires là, maintenant qui est capable de vous assister sur le financement. La première étape, ça va être de définir vos objectifs financiers. Il y a plein d'acteurs, par exemple, qui nous disent « Moi, je ne ferai pas de travaux si le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans. »
Donc là, par exemple, on va oublier tout ce qui est isolation thermique par extérieur en général, ou souvent les menuiseries aussi, tout ça, remplacement de menuiserie. C'est assez rare qu'on ait des temps de retour inférieurs à 10 ans. On va d'abord, voilà, voir vos objectifs financiers. Temps de retour minimal, enfin maximal, CAPEX maximal, hein, donc montant d'investissement maximum. C'est-à-dire peut-être vous nous dites, nous, voilà, ce qu'on va être capable de faire, c'est de libérer un budget d'1 million par an. Débrouillez-vous avec ça. Les temps de retour brut, les taux de retour brut aussi, hein, donc comment dire, la rentabilité intrinsèque du projet. Hein, on nous dit parfois, pour pour les projets de photovoltaïque, nous n'accepterons pas de projet avec un taux inférieur à 7% de taux de retour brut. Donc voilà, ça c'est des choses, premièrement, ça fait partie de la définition des objectifs initiaux. Ensuite, on va avoir deux types de financements sur lesquels nous, on est vraiment capable de vous assister. Ce sont les financements nationaux ou locaux, donc qui relèvent de l'État. On va aller chercher les subventions nationales disponibles pour le projet. Évidemment, tout le monde a en tête les C2E, certificats d'économie d'énergie, sur lequel on va être capable de vous proposer des solutions aussi, des acteurs, des agrégateurs qui permettent d'aller chercher des taux de rachat des kilowattheures CUMA qui sont les plus intéressants pour vous. On est notamment en train de discuter avec un acteur qui est une plateforme de mise en concurrence des obligés. C'est-à-dire qu'on leur met des projets sur la plateforme et eux vont chercher les meilleurs le meilleur taux de rachat des kilowattheures QMAC projet par projet, ce qui vous assure d'avoir quelque chose d'optimal. Parce qu'on a des acteurs qui vous le rachètent 8 euros le mégawattheure QMAC et d'autres 6, hein, donc ça fait quand même une différence à la fin du compte. On va être capable d'estimer ces C2E, de trouver les meilleurs. On va être capable de parler avec l'ADEME aussi, de questions de fonds chaleur, dans certains cas. On a aussi parfois des aides locales sur lesquelles on va pouvoir vous conseiller, comme la région Grand Est, par exemple, fait des aides assez importantes, souvent pour le bois énergie. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et puis après, on va avoir des propositions de tiers financement. Si on a des partenaires tiers financeurs, alors il y a plusieurs montages, il y a plein de montages différents, qui vont être capables de, eux, sortent le CAPEX initialement pour faire les travaux, et ensuite ils se remboursent sur des durées de 10-15 ans. Soit ils restent propriétaires de l'installation et ils l'entretiennent et vous leur payez un loyer. C'est un peu un système énergie as a service. Vous payez l'énergie plus l'entretien des installations. Ça ressemble à du leasing, hein, c'est un peu la même chose. Soit vous allez avoir des solutions où le tiers financeur apporte le capital. Vous êtes propriétaire à la fin à la fin du chantier de l'installation, mais eux se remboursent sur les économies d'énergie que vous faites. Ils prennent tout ou partie des économies. Donc vous avez une installation qui est neuve et vous avez une partie des économies d'énergie et eux se financent sur 10 ans là-dessus. Voilà, on a tout un tas de partenaires en fait qui sont capables de venir travailler avec vous pour déterminer la meilleure solution. On a un partenaire, par exemple, une entreprise qui, elle, s'est spécialisée dans le fait d'aller dans des sites qui sont majoritairement au fioul ou au gaz, donc qui sont dans la décarbonation, et mettre des pompes à chaleur eau chaude, je précise, hein, pas mettre des VRV partout, des pompes à chaleur eau chaude couplées à des panneaux solaires en toiture, histoire d'avoir le temps de retour sur investissement le plus intéressant possible. Voilà, on a plusieurs partenaires pour plusieurs cas de figure et on est capable de venir vous apporter ces financements-là, en tout cas vous apporter des acteurs avec qui discuter. Voilà. Est-ce que on voit peut-être Merci. les questions qu'on a Ouais, là-dessus? exactement. Alors, la question sur le financement, je pense que du coup, on y a répondu parce que c'était, voilà, est-ce qu'on a une activité liée au financement? Donc, la réponse est oui. Tac, tac, tac. Ensuite, on a une question, voilà, un peu plus précise. Est-ce qu'on vérifie les attestations d'assurance des intervenants qui interviennent, enfin des intervenants sur les chantiers? Et si oui, rencontrez-vous des difficultés sur ce volet lors de vos appels d'offres? Sur les attestations d'assurance, oh, genre, peut-être que je m'avance, mais je pense que ça sent le vécu, ça. Question de provenir d'une personne qui a déjà eu ce problème-là sur un chantier, qui a déjà eu des soucis à cause de ça. Alors oui, évidemment, hein, c'est des choses qu'on va vérifier sur tous les chantiers. On va participer, nous, on peut participer sur votre demande aux réunions sécurité au début du chantier, hein, vous assister sur les plans de prévention, les permis feu, vérification des assurances. De toute façon, ça c'est quelque chose qui est particulièrement important sur les chantiers un peu d'envergure. Dès qu'on va avoir des entreprises qui vont venir dans vos locaux et faire vraiment des travaux, pas juste régler des choses, on va avoir dans leur réponse à l'appel d'offres directement, en général, les questions d'assurance, d'autorisation de travail, etc.
Nous, c'est quelque chose effectivement qu'on peut vérifier nous si vous le souhaitez, ou que vous pouvez vérifier vous de votre côté si vous avez déjà des services administratifs qui font ça. Je dis ça parce que on a souvent des clients, des fois, c'est souvent des clients privés qui ont des politiques achats assez strictes, surtout quand c'est des clients d'une certaine importance, avec des conditions d'achat assez strictes. Et pour que l'entreprise puisse être consultée, et pour qu'elle ait le droit de mettre un devis, elle doit d'abord remplir un dossier pour être référencé comme fournisseur potentiel, pour avoir un dossier en Mhm. fait auprès du client. Nous, c'est le cas par exemple avec une chaîne d'EHPAD très connue aussi, donc il n'est pas de musique, qui est un autre acteur majeur du secteur, qui ne consulte pas d'entreprise en dehors de ce fichier. Donc, pour être dans ce fichier, les services achats de cet acteur vérifient d'abord qu'on a bien des assurances, on a bien les attestations de solvabilité aussi, vérifier la structure du capital aussi. Enfin, il peut y avoir des vérifications assez poussées, vérifier que l'acteur est fiable. Voilà. Mais ce n'est pas le On, cas pour tout le monde. Et on peut évidemment, nous, vérifier que ces assurances ne sont pas obsolètes et sont adéquates pour le chantier. on a peut-être une dernière question, puis après on passera peut-être rapidement sur les retours d'expérience, puisqu'il est déjà Bien midi, sûr. un petit peu passé. Donc on a une question sur le fait, voilà, est-ce qu'on dispose d'un large panel d'entreprises, de travaux et de bureaux et d'études techniques à proposer à nos clients? Voilà, quel est notre, on va dire, notre réseau? Euh, Alors évidemment, ça dépend de ce que vous allez appeler large. Je sais qu'actuellement, enfin à l'heure actuelle, alors je vous parle, on a des acteurs pour la totalité des chantiers qu'on a eu besoin de faire. Donc on va bosser par exemple avec, alors ça va vraiment dépendre de chacune des prestations. Pour ce qui est des bureaux d'études, on n'a pas trop de mal à trouver des bureaux d'études. Localement, en fait, on arrive enfin, je veux dire, on a déjà travaillé avec des bureaux d'études un peu partout en France. On va avoir des acteurs aussi bien nationaux que des acteurs locaux. On aime bien travailler aussi, nous, avec des acteurs locaux, du moment qu'on a des références et qu'on a des raisons de faire confiance à cet acteur-là. Par exemple, pour les questions de géothermie, on travaille avec des acteurs nationaux exclusivement. Ça va être, par exemple, Géotech, Altea et Hydratech, qui est une filiale du groupe CETEC. Ce sont des gens avec qui on a déjà travaillé, ils sont capables de faire aussi bien des études de potentiel géothermique que des études de faisabilité, puis des études pour les forages, hein. Pour les bureaux d'études, ensuite, pour les chaufferies, on est plutôt sur des démarches régionales en général pour le moment. Ensuite, sur les acteurs pour les entreprises, c'est pareil. On a des acteurs nationaux, on a des acteurs locaux. Nous, on a, par exemple, on travaille. Alors, je tiens à clarifier quelque chose, si seulement c'était besoin de le clarifier. On n'a pas d'accointance particulière avec aucun de ces acteurs. On n'a pas d'intéressement quel qu'il soit. En aucune façon, on ne travaille, ça c'est dans la charte éthique de toute façon, à la fois d'Adviseo et du groupe CETEC. De toute façon, on n'a aucune prime d'apporteur d'affaires ou un quelconque intéressement quel qu'il soit. Donc, on travaille beaucoup avec, par exemple, avec Dalkia, avec Hervé Thermique, de temps en temps avec Equance aussi. Donc, on a nos contacts un peu on a les contacts de toutes les agences locales de France, donc dont dépend potentiellement les chantiers. Et ensuite, on est capable de voir au cas par cas, est-ce que ces entreprises-là souhaitent être consultées pour tel ou tel chantier ou non. Je parle de privé gré à gré, hein. C'est pas du tout la même démarche quand on bosse pour du public, pour des acteurs publics. On a la même chose chez Hervé Thermique aussi, où on connaît maintenant tous les acteurs régionaux. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de proposer, c'est de consulter pour un même chantier. En général, on consulte bon, à minima deux, mais plus souvent trois à quatre entreprises différentes, en consultant systématiquement des acteurs locaux. Aussi, on a des belles entreprises locales, hein, avec des entreprises de 30-40 personnes qui sont capables de prendre en charge des chantiers tout à fait conséquents à échelle locale. Ça permet à la fois de quand même, pour ceux qui le souhaitent, continuer à faire bosser un peu un tissu local d'entreprise. Et souvent, ces acteurs-là sont aussi plus agiles que les gros nationaux. Ils peuvent être capables d'être plus intéressants. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc Merci oui, donc pour Bastien, je te répondre à votre question, propose. on a ce réseau. Yes, je te propose qu'on poursuive. Moi, je vais rapidement présenter les écrans qu'on a sur Savvy, notamment pour suivre les travaux, avant que tu puisses parler peut-être d'un ou deux retours d'expérience, puisqu'on aura
sûrement pas le temps de faire plus. On a déjà quelques personnes qui ont dû partir. Donc là, voilà, on voulait vous montrer qu'effectivement, via notre plateforme Savvy, nous, on a la possibilité de suivre les plans d'action travaux. Donc, on peut renseigner chaque action à faire, lui attribuer un suivi, mettre des commentaires, une échéance, etc. Ça permet d'avoir sur l'écran suivant, du coup, une vision assez globale par typologie de travaux. Voilà, pour le calorifugage, par exemple, ici, on voit le nombre de chantiers qu'on a à faire, on peut suivre du coup l'évolution. Et ça, on peut créer des tableaux de bord qui sont personnalisés en fonction voilà, de chaque client, de chaque projet. C'est partagé, bien sûr, du coup, c'est avec le client et ça lui permet de suivre du coup l'évolution de ces chantiers. Et on a aussi la possibilité, bien sûr, de suivre après la performance énergétique, du coup, et de calculer sur la slide d'après, Bastien, voilà, il me semble qu'on voit, voilà, effectivement, le suivi de la performance qu'on peut faire globalement, mais qu'on peut faire aussi par type d'énergie, typologie de bâtiment, surface, usage. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit dans la slide d'après, désolé, je passe assez rapidement, mais c'est vraiment pour vous montrer un aperçu, c'est que enfin, la plateforme Saimi, elle comporte des outils d'analyse qui permettent voilà, de comparer les consommations à une référence. Et ça, c'est important, notamment dans le cadre du décret tertiaire, puisqu'on doit choisir une référence, que ce soit une année, où on peut aussi avoir des références en valeur absolue si on a choisi cette part-là. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on choisit avec le client une référence et du coup, ça va nous permettre de comparer les consommations par rapport à celle-ci. Donc là, vous voyez 2 années de consommation qui sont comparées et la courbe en gris, c'est la référence. Du coup, ça nous permet de nous situer. Donc, ça peut être, voilà, mois par mois, on a ce détail-là. Tout à fait. Nous intégrons bien sûr aussi dans ces villes la démarche IPMVP, IPFVP, oui. qui est un protocole de mesure internationale des économies d'énergie, qui permet en gros de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de la rigueur climatique, du fait que, par exemple, vous voyez juste sur vos factures, vous êtes content, vous avez fait 10% d'économie d'énergie. Ah oui, mais non, en fait, vous n'en avez pas fait 10%, puisque l'hiver a été très clément, on a eu un hiver particulièrement doux, donc en fait, en vrai, vous avez fait que 2% peut-être. Donc c'est ça qui permet, Tout à nous on fait. tient compte du climat, du périmètre aussi, il y a tout un Mhm. protocole. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui est assez carré en fait et qui est indiscutable ensuite sur le calcul de ces économies-là. C'est très important parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que nous sommes capables de nous engager sur la performance énergétique des Mhm. travaux que nous menons sous la forme de contrats de performance énergétique. Donc, c'est ce qu'on connaît sous le nom de CPE. Nous en avons deux actuellement, enfin même plus que deux, je pense, on en a plusieurs. Sur les actions de travaux, on en a deux, sur lesquels, en fait, on a dit aux clients, voilà, on a fait X centaines de diagnostics énergétiques chez vous. On vous a dit de faire telle, telle et telle action à faire. Pour peu que vous dégagiez les CAPEX suffisants, les capitaux suffisants pour faire ces actions, on vous garantit que si vous faites ces actions-là, vous allez économiser 12% d'économie, enfin 12% sur l'énergie par an. Donc nous, on s'engage sur les 2 prochaines années, moyennant le fait que vous fassiez vraiment, que vous nous permettiez de faire ces chantiers-là, on vous garantit tant de pourcentage d'économie d'énergie. Et si on ne le fait pas, on a un malus sur nos honoraires. Et si on fait plus, on a un bonus éventuellement sur les honoraires. Ça, c'est des choses qui sont à gérer en fait à l'amplitude, le bonus-malus ou que des pénalités. Ou que, voilà. Ça, c'est à voir aussi au cas par cas, mais nous sommes suffisamment confiants dans notre démarche pour nous engager sur la performance énergétique du parc après rénovation. Juste un petit détail là-dessus, sur cette slide, je reviens juste avant. Savvy aussi, quand on a des parcs de plusieurs centaines de bâtiments, permet par exemple de voir, tiens, j'isole que les bâtiments sur lesquels j'ai rénové les combles, puisqu'on est capable de faire des classifications, et je constate que les économies d'énergie, pour l'année dernière, elles étaient de 15%, alors que sur l'ensemble de mon parc, on avait fait 6%. On est capable de voir, en fait, de quantifier les travaux qu'on vous fait faire, combien d'économies d'énergie on réalise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que vous êtes capable ensuite, vous, de justifier auprès des gens auprès de qui vous devez justifier la justesse de ces investissements, de dire, voilà, vous m'avez donné un budget de temps, je l'ai dépensé, regardez,
je peux vous prouver qu'effectivement, c'était de l'argent bien dépensé. C'est quelque chose qui peut tout changer suivant la typologie d'organisation auquel vous appartenez. Allez, on va faire juste 2 retours d'expérience pour la fin. Un sur des actions groupées, donc qui est une action de désembouage de réseau d'eau chaude. C'est un périmètre qui était intéressant, c'est un usage donc de santé, hein, donc c'est sur des maisons de retraite. On a 45 bâtiments que nous avons identifiés suite à une campagne d'audit sur lesquels les réseaux étaient fortement emboués. Pour ceux qui ne sont pas experts en maintien, en exploitation, maintenance de chaufferie, ça veut dire qu'avec la corrosion, en fait, année après année, au bout de 10, 20, 30 ans, vous avez de la limaille de fer, du calcaire et potentiellement des fois même des micro-organismes qui se sont développés dans ce réseau de chauffage et qui fait que l'eau, en fait, qui a encrassé de la boue qui vient se déposer dans des endroits où elle ne devrait pas se déposer, ça flingue les chaudières et ça flingue les radiateurs. Je m'arrête sur les détails techniques. En gros, il faut régulièrement, normalement tous les 10 ans, traiter ces sites-là. Donc là, en fait, on a choisi un fournisseur parce qu'il y a énormément de charlatans dans ce domaine-là. Il y a des gens qui vendent n'importe quoi, voire même des solutions qui relèvent de la pure magie, hein, qui ne fonctionnent pas du tout. Donc on a trouvé un partenaire suisse, Elisator, avec lequel on a fait 2 retours d'expérience. Donc 2 sites pilotes sur lesquels on a mis son installation. Et pour vous donner un ordre d'idée, au bout de 5 heures de traitement, on avait des radiateurs qui ne marchaient plus depuis 10 ans, qui se sont remis à chauffer à fond dans les chambres des personnes concernées. Donc, on a une solution qui est très efficace, qui a été testée, éprouvée. Et ensuite, on a mis en place, nous, Advisio, en partenariat avec le client, toute une chaîne logistique. C'est-à-dire que pour déployer cette solution sur 45 bâtiments, je ne sais pas, juste on passe un bon de commande et ça se fait. C'est-à-dire qu'on a le fournisseur qui envoie des palettes entières auprès du conditionneur, qui est une entreprise de CVC maintenance, qui fait des colis adaptés à chacun des EHPAD, puis qui les expédie avant que le poseur, l'installateur, qui est une troisième entreprise, vienne, récupère le colis qui est stocké dans la chaufferie, installe le matériel, fasse le traitement, fasse toute une série de contrôles qui nous envoient à nous et repartent. Et nous, ensuite, on certifie le résultat et on vérifie que ça a été fait dans les règles. Et on fait la réception sur photo à distance. Voilà, c'est toute une chaîne logistique qu'il nous a fallu développer pour mettre au point ce projet. Et nous sommes en train de commencer. Voilà, les CAPEX viennent vont être développés incessamment sous peu. On a tous les devis qui sont signés, tout le monde est au garde à vous et prêt à démarrer le projet. On a un temps de déploiement sur 45 sites qui est inférieur à 3 mois parce qu'on a fait un planning détaillé, jour par jour, de quels sites sont traités. On a demandé aux poseurs de mettre 2 équipes en parallèle pour être sûr que ce soit fait maximum courant de l'été et être certain que ce soit opérationnel pour la prochaine saison de chauffe. Voilà. Ça, c'est une prestation qui est emblématique de tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre comme ressources, vous, pour assurer un déploiement général sur des dizaines, voire des centaines d'établissements. Et accessoirement, on a un projet qui a un temps de retour inférieur à 4 ans. C'est très intéressant de faire ça, donc je vous encourage à le faire. Et on va prendre ce chantier. Alors, on va prendre on a un chantier de raccordement au réseau de chauffage chaleur urbain, pareil, qu'on a piloté, qui est en service, qui fonctionne, avec des réunions de chantier toutes les semaines. Et bon, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que c'était pas un chantier où ça s'est très bien passé. En 2 mois, c'était réglé, il n'y a pas eu vraiment d'aléas, donc c'est des choses qu'on est capable de gérer aussi, les raccordements des réseaux de chaleur. Et juste un petit dernier retour d'expérience sur un plan global qu'on a fait donc pour un de nos clients, pareil dans le secteur de la santé, 200 établissements à peu près, où en fait on a d'abord eu Savvy, donc c'est une prestation qui est complète et qui montre vraiment, qui est une vitrine de tout ce qu'on sait faire. On a d'abord eu Savvy pour être conscient de toutes les consommations, établissement par établissement, comment est-ce qu'on consomme. Ensuite, une prestation d'énergie management pour aller voir sur chacun des sites ce qu'il faut faire. Une prestation de schéma directeur, ordonnancer toutes ces actions, les unes par rapport aux autres. Puis là, on est en plein dans le dur maintenant, on est sur l'AMO suivi travaux et on déploie des actions groupées, des actions ciblées. On a 1600 actions, 1500 pardon, à faire d'ici 2030 et on intervient sur les 200 établissements avec une stratégie globale. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que le multisite est vraiment le cœur d'expérience, enfin le cœur de métier d'Adviseo, c'est que on est capable d'aller, par exemple, c'est ce que je vous disais, c'est sur ce site-là en fait qu'on l'a fait, sur ce client-là, on est capable d'aller récupérer une chaudière pour la mettre ailleurs, récupérer un brûleur gaz pour remplacer un brûleur fuel sur une chaufferie dont on sait que dans 2 ans elle va être raccordée au réseau de chaleur
Donc, on ne va pas refaire entièrement la chaufferie, juste on fait les prestations à minima pour être sûr de tenir en fait les 2 ans avant que le réseau de chaleur arrive. Voilà. On est capable d'ordonnancer les actions les unes par rapport aux autres sur chaque EHPAD et à l'échelle de l'ensemble du groupe. Donc 1500 actions sur presque 200 sites avec un temps de retour inférieur à 7 ans et des solutions de financement qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment avec le fonds qui s'appelle SOFIAC, qui est un fonds d'investissement originellement canadien qui vient d'arriver en France et qui finance en fait en tiers financement des projets liés à la décarbonation, à la performance énergétique. Donc qui va nous permettre potentiellement de faire financer. Là, on est en train de voir à peu près à combien ça va s'élever, mais on est en train de mettre en place une démarche avec eux de financement à hauteur de 4 à 5 millions d'euros à peu près sur les 29 qui sont prévus. Voilà, mesdames et messieurs, je vais rendre la parole Mm, à Charlotte pour conclure et ouais, je je vous vais remercie. faire juste une petite... Pardon, je t'ai coupé. Non, non, bien sûr, je disais que je te rendais la parole pour conclure et je remerciais tout le monde de leur attention. Ça marche, bah, merci beaucoup Bastien. On sent que voilà, c'est ton sujet, les travaux. L'expertise est là. Nous, on voulait juste, du coup, voilà, vous remercier d'avoir été là ce matin, vous donner quelques dates et quelques sujets qui seront traités dans nos prochains webinaires. Donc, on organise du coup la prochaine matinale de l'énergie management le 11 juin. Dans le replay là qu'on vous envoie dans la présentation, vous aurez du coup nos adresses mail. N'hésitez pas à nous solliciter, notamment peut-être s'il y a des questions voilà, dont on n'a pas eu le temps de traiter, mais n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, bah, si au moins on vous répondra. Donc, pour revenir à cet événement le 11 juin, vous avez normalement reçu une invitation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, c'est une matinale justement pour faire échanger nos clients sur le sujet de l'énergie management. On aura notamment des témoignages de la SNCF, des mousquetaires, de la MGEN et de Gessina qui viendront faire des retours d'expérience. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir échanger entre experts sur ces sujets. Nos prochains webinaires devraient justement traiter du schéma directeur énergétique dont Bastien a parlé, puisque c'est vraiment, on va dire, la chose à faire avant de se lancer dans les travaux. Et on évoquera aussi certainement dans un prochain webinaire le décret Bax, puisque c'est le sujet du moment, on va dire, avec la première échéance qui arrive en janvier 2025. Voilà pour ça. On a lancé un podcast qui s'appelle What's Next. Donc, on vous invite à aller écouter le premier épisode qui parle notamment de tous ces sujets réglementaires. Voilà, et c'est tout. Je regarde juste si on a encore quelques personnes qui sont présentes. Alors, on avait là, une petite question qui vient d'arriver sur notamment le désembouage. Est-ce qu'il y a des C2E? Bastien, est-ce que tu sais s'il y a des C2E sur ce sujet-là? Sur le C2E, on n'a pas de. Non, je ne crois pas qu'on ait de C2E sur ce projet. Ok. Alors, pour vous donner un ordre de. Par contre, je peux vous donner un ordre de grandeur à peu près de combien ça coûte. Pour une chaufferie d'environ 300 kW qui dessert un établissement de 3000 m², on est aux alentours sur cette solution-là de moins de 10 000 euros euh, hors taxe. C'est l'ordre de grandeur à retenir à peu près. Sachant parce qu'on est passé sur ce prestataire-là, parce qu'on a mis en place cette chaîne-là, parce qu'on a groupé avec plein d'établissements. Sans ça, c'est plutôt 15 à 16 KO qu'il faut compter pour un Mhm. établissement de cette taille. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, on ne l'a pas rappelé, mais le fait de massifier ces travaux à l'échelle d'un parc, ça permet notamment forcément de gagner en efficacité sur la facture aussi, puisque bah, voilà, on va grouper et donc ce sera plus efficace, on va dire aussi en matière d'investissement, de pouvoir... Ouais, la massification, c'est vraiment, et c'est là, c'est notre cœur de métier, la massification. Donc, on va pouvoir aussi négocier des tarifs parce qu'on vous fait faire 50, 100 sites en prestataire. Voilà, bah, je propose que ce soit le mot de la fin. Donc, on vous envoie le replay et puis la présentation voilà, très prochainement, d'ici la fin de la semaine. Et n'hésitez pas si vous avez donc des questions, il y aura nos adresses mail dans la présentation pour nous solliciter. Merci à tous d'avoir participé. Merci Bastien. Allez, merci Charlotte, merci à tout le monde et à très bientôt, j'espère, du coup, pour plus de travaux. Merci et bonne journée.
Bonne Au journée à revoir. tous.